Petit, pourquoi pas? Petit. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, oui, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et salut tout le monde et bienvenue dans le Mur des légendes, le retour, il s'était fait attendre, il s'était fait désirer. Le Mur des légendes, votre émission favorite après le débrief, les tops et tout le reste finalement. Comment bien vendre une émission. Et donc de retour sur les antennes avec comme le montrent les audiences. Voilà, avec Boris et Rome, et celle-ci certainement ne va pas déroger à la règle. Bonsoir. Ah, ça va, et puis qu'a priori, ouais. Voilà. Bonsoir à vous cinq qui nous regardez. Bonsoir à Nicolas Pierrepont, évidemment, toujours fidèle au poste. Ouais, il faut penser à lui, c'est aussi pour lui qu'on fait cette émission. Absolument, parce que bon, et on lira ton commentaire avec plaisir, et on y répondra, bien entendu. Voilà, messieurs, on va parler aujourd'hui de Théo, donc Boris, Théodore. Skuplecki, là tu me prends de court, mais je l'attends quand même. T'étais pas prêt. Pour un nom polonais, c'est pas si pas si compliqué. Il n'y a pas de SZ, de CZ ou de choses comme ça. Mais la prononciation reste quand même périlleuse. Skudlepski, je serais parti sur ça, personnellement. Ouais, probablement. Ouais. Mais du coup, qu'on a abrégé en Théo. Parce que c'était même de toute façon son surnom qu'on pouvait trouver un petit peu partout dans les journaux, etc. C'était sans doute aussi plus rapide pour eux, ça a économisé de l'encre et du papier. Donc voilà, Théo du coup qui a illuminé, messieurs, l'AS Monaco dans les années 60. Le fameux âge d'or. Donc voilà, on va faire pour ce retour du coup un grand bond en arrière. Messieurs, alors j'ai quand même envie de poser une question parce que moi j'ai quand même un petit ressenti vis-à-vis de Théo, mais est-ce que vous avez, quand on vous dit Théo, qu'est-ce qui vous vient en premier? Le chanteur Alan Théo. Voilà. C'est ce qui me vient en premier. C'est pas le... Allez, bonne soirée, moi j'en vais. Je sais pas, Boris. On a évidemment pas d'image du joueur en tant que tel sur lesquels s'appuyer, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est probablement le premier grand numéro 10, le premier grand meneur de jeu de l'histoire de l'AS Monaco. On avait fait ce thème, je ne sais pas si tu te souviens d'ailleurs, Damien, avec Raphaël Cosmidis un jour, les grands numéros 10 de l'AS Monaco. Il y en a eu pas mal, il y en a eu quelques-uns assez intéressants, des joueurs assez connus dans l'histoire du football, certains qu'on a fait dans les Murs des légendes. Lui, c'est probablement le premier dont on puisse se souvenir en tout cas, puisque de toute façon, il coïncide avec la première grande équipe aussi de l'AS Monaco. Donc voilà, joueur d'élégance, joueur de grand talent et vrai premier meneur de jeu, grand meneur de jeu de l'histoire du club. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, on rappelle un petit peu cette lignée des meneurs de jeu élégants, et c'est vrai que Théo forcément est le premier nom qui revient aussi, puisque historiquement il a été un des premiers à être de ces joueurs-là. Théo jusqu'à Caio Henrique. Ouais, ça rime. Jean Lucas. Ouais, alors là, n'allons pas trop loin. Je crois que YouTube vient de nous striker pour ces paroles d'une violence inouïe. Théo du coup qui est arrivé à Monaco en 1960. Il était au Stade Rennais auparavant. Il avait été formé, je crois bien, au RC Lens. On peut même rappeler Théo qui était mineur. Même, il descendait à la mine à 15 ans déjà. Et finalement... Il était 2 fois mineur du coup. Oui. Oui. C'est un retour en trombe, là on peut clairement on est sur des très très hautes bases. Si tu veux donner sa ville de naissance, il y a quelques jeux de mots aussi. Oui, effectivement. Qui est né à Avion.
Donc je te laisserai, Boris, tout du long nous disséminer. Et non pas dans l'avion, ce qui est quand même un peu technique. Ouais, ça... Même si ça a dû arriver dans l'histoire. Ça arrive. C'est le genre d'anecdote que Rome doit probablement. Ouais, je crois que ça donne quelques apatrides. Si ça a donné des psychopathes meurtriers, Rome nous le saurait, nous le dirait certainement, mais... Ouais, j'ai pas de nom en tête, là. Il cherche. On te fait confiance pour nous trouver ça d'ici la fin de l'émission. Mais c'est vrai que un mur des légendes des tueurs en série, moi je suis pour. Très bon. Voilà. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais bon. Je pense qu'on pourra laisser Quentin parce que sa région natale le prédispose à faire ce genre d'émission aussi. Oui. Voilà, je laisserai ma place du coup. Bon, un mur des légendes sur des gens qui commettent des délits, on en fait quelques-uns de temps en temps. on a toujours en projet, le 11 casse-prison, hein, le 11 type repris de justice, hein, ça c'est toujours un projet, mais on attend qu'il se complète, mais en ce moment ça va très vite, donc je pense que l'émission va pouvoir être faite d'ici peu. Dès qu'il y aura 2-3 attaquants dans la sauce, on ira, on se lancera. On a beaucoup de défenseurs, ouais, c'est ça le problème. Voilà, c'est un pas peu très équilibré. Exactement. Bon, reprenons en tout cas plus sérieusement sur Théo, donc, qui avait été sorti de la mine par le RC Lens, qui a ensuite passé par le Stade Rennais, et enfin Rome, c'est à Monaco qui va prendre sa pleine mesure et qui va faire étalage de tout son talent. Ouais, moi-même, de ce que j'ai lu, c'est que ça se termine pas très bien avec Lens. Il part il est pas aimé par le public, ça se passe mal, sa fin de parcours à Lens, alors qu'il y passe quand même 4 ou 5 saisons. Bon, il y commence très très jeune, donc il commence vraiment plus à jouer sur la fin, et c'est vrai qu'il va passer 2 années à Rennes, mais encore une fois, c'est un bon joueur à Rennes. Rennes n'est pas un gros club du championnat, j'allais dire à cette époque-là, mais est-ce qu'il y a réellement une époque où Rennes a été un gros club du championnat ? Ouais, ça commence. C'est une autre question. Ben non, mais bon, on peut se le demander, hein, malgré tout. Mais donc, il va arriver à Monaco en 1960. Donc, malheureusement, du coup, il a la plupart des titres des années 60, mais il n'a pas la Coupe de France. Le premier gros titre du club, du coup. Mais par contre, il va tout de suite s'installer à Monaco, et pas la première année, mais dès la deuxième année, il va y avoir ce fameux carré magique au milieu de terrain. Mais malgré tout, dès la première année, c'est le titre de 61, c'est l'équipe, on en a déjà pas mal parlé, parce qu'on a quand même fait bon nombre de joueurs de cette période. On a fait Biancheri, on a fait Hidalgo, on a fait Kossou. Donc il est de cette première équipe de 61 où il n'y avait pas encore un qu'on n'a pas encore fait, par contre, Yvon Douis. C'est là que je parlais du fameux carré magique, c'est lui qui le complétera dès la saison suivante, en 1961. Ouais. Rappelons que Yvon Douis, il l'avait déjà côtoyé avec Lucien Kossou en 1957 lors de la Coupe du Monde militaire. Que la France avait remporté, du coup, donc il connaissait déjà un petit peu quelques-uns de ses partenaires monégasques, et c'est vrai que finalement ce qu'on a vu, Boris, c'est que c'est aussi une équipe qui avait une âme, en tout cas qui avait un vrai esprit de famille, et qui a fait tout simplement des merveilles, quoi. Ouais, une équipe cornaquée par nul autre que Lucien Leduc, hein, qui est à chaque fois qu'on a vu des joueurs de cette époque, on en a fait dans le mur des légendes, on est toujours tombé sur des joueurs qui soulignaient ça, vraiment l'esprit d'équipe insufflé par Lucien Leduc, et même dans l'équipe plus tard, hein, des années 70, on avait notamment eu Jean Petit à ce propos qui en parlait, hein, c'est vraiment le mage de cette époque-là, le plus grand entraîneur probablement de l'AS Monaco, et Théo qui va s'épanouir mentalement et puis même techniquement, hein, probablement sous le jeu de Lucien Leduc. Vous avez parlé de ses expériences un petit peu plus compliquées à Lens Arène. C'est un joueur qui n'entre pas forcément dans les codes à l'époque d'un championnat probablement comme ça peut l'être aujourd'hui, assez physique, plus que technique, et lui c'est vraiment pas là-dessus qui brille, que ce soit dans les contacts, dans le volume physique, on va dire, hein. C'est plus un joueur technique, voire carrément nonchalant parfois, donc voilà, ça s'était pas forcément passé dans d'autres contextes, et semble-t-il que c'est vraiment Lucien Leduc qui va réussir à l'utiliser à merveille et à le faire s'épanouir aux côtés de grands joueurs, d'autres grands éléments offensifs qu'a pu citer Rome. Ouais, c'est vrai que tu disais le physique c'était pas forcément son point fort, il l'admettait lui-même. Citation, ça vous fait un point commun.
C'était bien placé pour en parler, dis donc. Faut attaquer le premier, non. Mais voilà, cité par... Il a quand même accompli ton rêve, c'est d'être bon au foot sans courir, quoi. Toi aussi, tu l'as tenté, celle-là, c'est pas passé. Et toi, le tien, c'est d'être un Polonais bien intégré en France. Mais en tout cas, extrait du livre de Norbert. Je suis encore à la mine, malheureusement. C'est vrai que je n'ai jamais su courir, mais je crois que j'étais assez adroit avec mon pied gauche pour faire courir le ballon, ainsi que mes camarades que je trouvais les yeux fermés, parce que lorsque je recevais la balle, sa destination m'était déjà connue. Tout simplement, voilà, un joueur qui, pour le dire plus prosaïquement, qui levait la tête et qui savait déjà où il allait jouer avant de recevoir le ballon. Rome, ce qu'on peut dire, c'est que Théo, sur son parcours monégasque, il aura des saisons extrêmement pleines en termes de participation, c'est-à-dire que on est quand même sur du 35-40 matchs, toutes compétitions confondues, en moyenne chaque saison, quoi. Ouais, de toute façon, on verra les stats globales, mais il dépasse allègrement les 200 rencontres, sachant qu'à l'époque, l'Europe n'existe pas trop pour le club. On y fait des petites apparitions, mais c'est globalement assez rapide à chaque fois. Donc c'est pas là où il gagne la plupart de ses matchs, évidemment. Mais donc ouais, sinon par contre c'est un joueur qui participe, qui se blesse peu, du coup visiblement. Il a aussi un jeu qui certainement le rend un peu moins sujet aux blessures musculaires, on va dire. Mais oui, c'est un titulaire à part entière de cette grande époque. Et pareil, comme on a pu voir avec Kossou, je crois que Kossou, malgré tout, il part un peu plus tôt, ça doit être 65. Mais par contre, autant on peut considérer que ces 4 premières saisons sont excellentes, autant la fin, c'est le début des ennuis, on va dire, pour Monaco. Toutes ces saisons-là, 65, 6, 7. Où Monaco finit toujours ventre mou, voire ventre mou bas. Il est toujours là, mais c'est la fin d'une époque. Ouais, une équipe qui petit à petit se voit privée et séparée de ses meilleurs éléments. Donc la fin inéluctable. Et qui vieillissent aussi. Parce qu'il y a encore Théo, il y a encore Douis. Je sais plus qui en avait fait qui est là jusqu'au bout aussi, mais c'est surtout qui vieillissent, quoi. Même si Biancheri qui part en 67, je crois, Hidalgo qui arrête sa carrière en 69. Encore que Théo, quand il part en 67, il n'a que 32 ans, ce qui est pas non plus un âge très très avancé. En tout cas pour aujourd'hui, ce serait un joueur. Pour l'époque. À l'époque, effectivement, peut-être que c'était un petit peu différent. En tout cas, le style de Théo, on parlait de ce joueur un peu nonchalant, à l'économie sur le terrain, pas forcément qui tapait pas des allers-retours. Mais c'était un joueur qui régalait par sa technique et même Lucien Leduc en parlait. Théo est un joueur qui a une technique exemplaire et utilitaire. Théo a un peu un tempérament d'artiste. C'est vrai que c'est un peu le terme qu'aujourd'hui on a beaucoup démocratisé. Les artistes, Neymar, Messi, Patin Couffin. Mais c'était sans doute un peu plus rare à l'époque d'employer ces termes-là. Et il joue un rôle essentiel de régulateur. On peut toujours attendre de lui un éclair, une flambée, une passe originale ou une ouverture qui amène un résultat. Alors c'est là où c'est aussi un petit peu intéressant, c'est qu'en farfouillant un petit peu dans les coupures de presse que j'avais sauvegardées, j'ai remarqué quand même que c'est aussi un peu... Alors on parle d'artiste, moi je parlerais peut-être aussi par moment, pour nuancer son propos, d'intermittent du spectacle. Parce qu'il y a quand même une petite série de matchs, notamment sur sa première année, où il est d'abord étincelant, et puis très vite, il disparaît un petit peu. Il est au minimum syndical, il se contente parfois même de jouer les relayeurs. Donc en gros, on court pas trop et on fait une bonne passe. Donc un peu le strict minimum par moment aussi de ce que j'ai pu... Fabregas avant l'heure, en fait. J'osais pas le dire, mais il y a peut-être une petite qu'à l'époque, filiation à faire.
Oui. À l'époque, tu pouvais t'en sortir sans courir. Maintenant, c'est plus compliqué. Mais oui, non, mais oui, de ce qu'on a pu dire, c'est vrai que c'était clairement l'artiste. On en parlera aussi. C'est peut-être aussi un petit peu ce qui lui a coûté le fait de quasiment pas faire de carrière internationale. Mais c'est vrai qu'il avait ce profil atypique. Mais vu qu'il était entouré de gros travailleurs qui étaient Biancheri, qui étaient Hidalgo, et puis surtout d'un finisseur d'exception devant, on pouvait se permettre très certainement d'avoir ce genre de profil. Mais oui, semble-t-il, c'était quand même assez particulier. Premier grand numéro 10, ça on l'a bien dit. Mais après, est-ce qu'on a réellement eu des 10 à ce point-là, si peu travailleurs et je sais pas, on n'a pas vu assez Glenn Hoddle, mais j'ai quand même la sensation qu'il travaillait un petit peu plus. Peut-être dernièrement un Rames, mais Rames, on l'a pas eu assez. Mais Rames avait aussi un petit peu ce côté-là assez nonchalant quand même sur le terrain. D'ailleurs, la suite de sa carrière n'a pas vraiment démontré le contraire. Donc ouais, voilà. Grand joueur. Pour répondre à la première question que tu m'avais posée au début, moi, quand on parle de Théo, pour moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que c'est le meilleur joueur de Monaco des années 60. Ouais. Bah oui, et c'est assez, ça concorde aussi avec ce que disait Georges Thomas. Boris, non, je plaisante. Oula. Mais Georges Thomas, du coup, qui disait que Théo leur avait fait franchir un palier supplémentaire, d'une part collectivement, mais aussi individuellement. Et Rome, justement, tu parlais de ce jeu, de ce style où peut-être il se mettait pas trop en danger physiquement. Thomas nous dit quand même que c'était un joueur qui était marqué assez impitoyablement dès le début du match. Du coup, il jouait très très vite en première intention en général. Et enfin, quand le garde du corps lâchait prise, enfin Théo, avec un peu de liberté, pouvait commencer son festival. Et là, c'était un régal. Donc Georges Thomas, qui avait été son coéquipier pendant toute cette décennie, qui était un joueur aussi très très important dans la défense monégasque. Donc voilà. En tout cas, Boris, pour le natif d'Avion, on peut dire que sa carrière internationale n'a pas vraiment décollé. Bien, ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu venir, ouais, non, comme c'est finalement un thème assez récurrent sur tous les joueurs de cette histoire. On l'avait fait de manière vraiment emblématique avec Hidalgo et Biancheri. Ces trois joueurs majeurs du championnat de cette époque, trois membres d'une dynastie, ça serait un mot très fort, mais voilà, d'une grande équipe de l'AS Monaco, et à eux trois, ils doivent avoir 5 sélections combinées. Nos défenseurs centraux en ont eu un peu plus, les Kael Beller, Arteleza, peut-être Kosudouis quand même un petit peu plus, mais ils n'ont jamais constitué l'ossature, on va dire, de l'équipe de France de cette époque-là. Et Théo, effectivement, à une époque où il y a un certain Raymond Coppa notamment, il n'y avait pas forcément la place pour plusieurs joueurs. C'est un thème qui a souvent ressorti en équipe de France, où des bons milieux offensifs, des bons meneurs de jeu ont dû s'incliner face à plus tard Platini ou plus tard face à Zidane. Voilà, Théo s'est retrouvé un petit peu dans ce cas-là, et il a que 2 sélections au final, je crois, dans des matchs qui comptaient pas tellement en plus. Tout à fait, ouais, 2 sélections, alors que beaucoup de gens auraient aimé voir l'association Théo Coppa. Ouais. Il y avait même une pétition pour qu'il joue en équipe de France. C'est ça, il y avait eu... As-tu vu cette anecdote ? Absolument, tu l'as vu aussi peut-être dans le livre de Siri. Mais j'ai vu une citation du livre de Siri. Ouais. Voilà, effectivement. J'ai vu aussi. Absolument. Parce que moi, j'ai pas le livre de Siri, monsieur. Ouais, écoute, va à Damas, hein, tu pourras peut-être le trouver. Du coup, ouais, il y avait le CSM, le club des supporters de Monaco, qui avait fait une pétition pour que le comité, parce qu'à l'époque c'était un comité qui faisait les sélections. On dérangeait déjà à l'époque. Ouais, voilà, exactement, le complot. Mais du coup, Monaco, enfin les supporters monégasques avaient fait une pétition pour que le comité de l'équipe de France sélectionne Théo. Mais bon, effectivement, c'est vrai que ça a eu un succès tout à fait relatif. Ouais, ça n'a marché qu'une fois. Ouais. Et en même temps, c'est peut-être plutôt rassurant que si ça n'a pas marché, parce que c'est pas comme ça qu'on fait les sélections. En tout cas, de ce que j'avais un peu vu, c'est que l'entraîneur de l'époque appréciait plutôt Théo, mais c'est vrai que c'était plutôt c'était la peur de devoir modifier aussi sa façon de jouer, en tout cas la façon de jouer de l'équipe nationale, qui faisait que tous ces
tous ces gens du comité avaient peur et ne voulaient pas sélectionner Théo. Hein. C'était pas pour des raisons humaines, c'était vraiment pour des questions de tactique et de style. Ils craignaient que ça n'ait pas une bonne influence sur la destinée de l'équipe de France, qui c'est vrai que à cette époque-là marchait très très bien en plus. Hein. Un petit peu avant. Parce que quand lui commence vraiment à exploser, l'équipe de France commence aussi à exploser, mais pas dans le bon sens. Parce que la grande équipe de France, c'est 58. Hein. Bah oui, et là on parle des années 60 justement. Voilà, là on est un petit peu après, donc c'est pour ça. C'était ma remarque qui était un peu ironique. Hein. Ah, pardon. Ah oui. T'es très premier degré. C'est pour ça. Non, désolé. Non, pour le coup, j'étais assez ironique, effectivement. Donc voilà, en tout cas, Théo, du coup, il fait une carrière internationale qui n'a pas vraiment décollé. En tout cas, à Monaco, ça a bien fonctionné, puisqu'il y a quand même un grand nombre de succès. On peut regarder les statistiques. Sur les 7 saisons qu'il a disputées, il y a quand même 5 trophées, ce qui est plutôt très bien. 3. Alors moi j'en compte 3, mais je sais pas. Non, mais oui, mais bon, le fameux trophée des champions, c'est celui à la pièce en plus, non ? Ouais. Donc bon, voilà. Ouais, ça compte. Et après, c'est la Drago. Voilà, donc on a 3 trophées dans ces années-là. Bien sûr, non, mais on en a suffisamment parlé. Comme je l'ai dit, il n'est pas là de la première Coupe de France de 60. Par contre, le titre de 61 et surtout le fameux doublé et jusqu'à l'heure unique doublé du club en 63, Coupe Championnat. Et donc rien que pour ça, il fait partie... de beaucoup de joueurs évidemment de cette époque, mais comme il est considéré comme un des tout meilleurs, c'est aussi pour ça qu'on fait une émission sur lui. Et après, comme tu le disais, quand même en cette saison, il y a 249 rencontres, pas beaucoup de buts, une quarantaine, c'est pas énorme, mais bon, vu qu'il y avait Kossou quand même qui était une machine à marquer, et même un Yvon Douis qui marquait quand même pas mal. Il était vraiment cantonné plus dans un rôle de passeur, je cours, je long. En façon, tout ce qu'on a pu lire sur lui, ça parle rarement de ses buts. Par contre, tout le monde loue sa qualité de passe, sa technique et sa qualité de passe sans bouger. On parle aussi de Lucien Kossou-Douis qui était un peu des machines à marquer. Mais aussi sans doute parce qu'ils avaient un passeur exceptionnel qui s'appelait Théo. Un petit peu, alors j'anticipe un petit peu le mur des légendes sur Christian d'Alger, mais quand Jean Petit dit dans l'équipe récemment que si De Leonis a marqué autant, c'est aussi parce qu'il avait un passeur de la trempe de Christian d'Alger. C'est un peu pareil pour Théo, quoi. Voilà, je pense que celle-là le point d'Alger est atteint, c'est bon, on peut revenir. 2 buts qui sont... Il faut qu'on en parle, parle au moins une fois par... Absolument. Et de Roger Mendy, ce sera pour la prochaine émission. Oui, plutôt. En tout cas, 2 buts marquants pour Théo, le premier, parce qu'on parlait d'un joueur qui était exclusivement gaucher, et qui marque son premier but d'une volée du pied droit. Donc c'était assez mémorable en tout cas pour lui, puisqu'il s'en rappelait encore. C'était contre Nîmes, c'était la 2e journée de championnat. Et puis un penalty. Alors la légende dit que ça aurait été le premier, paraît-il, à tirer un penalty en 2 temps, c'est-à-dire avec un temps d'arrêt dans la course d'élan. Lui explique que il avait pour habitude de tirer les penaltys à droite du gardien, et le gardien adverse s'était lancé tout de suite de ce côté-là parce qu'il connaissait la combine, et en fait au moment de frapper, il a interrompu brutalement sa course. Et je l'ai pris tranquillement à contre-pied. Et il disait que ça avait déclenché... Enfin, apparemment, à l'époque, ça avait déclenché une forte polémique, cette course en 2 temps. Mais il rappelait que Pelé en avait fait autant contre la France à Colombes quelques temps après. Et personne ne lui avait reproché quoi que ce soit. C'est comme ça. Mais c'était Pelé. Nous, on dérangeait déjà. Voilà. De toute façon, on faisait pas partie de la France. Puis c'était la guerre d'Algérie. On avait déjà dû justifier que nos joueurs avaient fait bien leur service militaire. Hein. On se rappelle à cette époque-là. Oui. Voilà. En tout cas, voilà, un palmarès très très plein pour Théo. Avec l'AS Monaco, une carrière bien remplie et un joueur qui a marqué son époque et les mémoires. On va passer
au vote maintenant pour savoir un petit peu ce qu'il en est et si Théo va rejoindre le mur des légendes. En tout cas, alors, pour évacuer rapidement le vote du public qui a mis non à 59,7, je pense qu'on est plus sur une méconnaissance du joueur, on va dire. Mais voilà, on est là pour ça, on est là pour rétablir aussi certaines choses. Donc ceux qui ont voté non, écoutez bien cette émission. Hein. On peut rappeler, parce que ça fait quand même un petit moment du coup qu'on n'a pas fait le mur des légendes, mais que la manière de voter a changé cette année et que il y a beaucoup moins de monde du coup qui ont voté parce qu'on est passé via un formulaire et que c'est beaucoup plus dur en fait. Que l'année dernière, globalement, les auditeurs mettaient absolument tout le monde sur le mur ou presque. Franchement, à part Eric Abidal, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui n'y étaient pas. Franck Dumas. Et là, cette année, on voit quand même que le fait d'avoir changé la manière de faire voter, c'est pas les mêmes gens qui ont voté et c'est plus dur dans les critères. Alors, ça veut pas dire qu'avec 60%, ça aurait suffi via Twitter, mais je pense que ça aurait été plus équilibré. Peut-être. Bah après, c'est pour ça à prendre avec des pincettes. Voilà. Sur le vote, je sais pas s'il y a énormément à dire. Hein. On est tous globalement raccord sur la notation, sur notre notation de notre côté. Je me suis juste permis d'aller plus loin au niveau de la Legacy. Puisque moi j'ai mis 4 étoiles sur 5 parce que comme le rappelait Boris oui parce que je crois que le chiffre à droite te prouve bien le contraire en fait quoi. Moi en tout cas c'est parce que moi voilà j'ai toujours eu cette légende un petit peu de Théo justement c'était ce nom qui ressurgissait d'une époque oubliée, d'une époque lointaine et que d'autres en tout cas n'avaient pas oublié. Du général de Gaulle. Voilà, c'était un peu ce souvenir qui était quand même resté très prégnant et qui n'avait jamais disparu pourtant des mémoires. Donc pour moi ça voulait dire quelque chose et voilà, dès que j'ai commencé à m'intéresser aussi aux joueurs de l'AS Monaco, Théo c'est un nom qui revenait en fait très 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 vite en fin de compte. Et puis comme je disais, ce qui me fait aussi le noter un peu plus haut que vous, c'est que c'était cette lignée des numéros 10 élégants dont il a été finalement le premier du nom. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai été un peu plus généreux là-dessus. Même si sur le fond, ça change pas forcément grand-chose, quoi. Non, parce que quoi qu'il arrive, on le met tous sur le mur, mais autant, moi je l'ai dit, je pense pas trop m'avancer en disant que c'est le meilleur joueur des années 60, autant c'est pas le plus marquant. Pour le grand public, c'est pas le plus connu. C'est vrai qu'il y a Copa aussi, 50-60. Non, mais même pour les joueurs passés à Monaco. Ah. Je pense qu'il est moins... Mais pour d'autres raisons aussi, c'est que lui, derrière, on n'a pas trop entendu parler dans le monde du foot, contrairement à Biancheri qui est resté au club, à Hidalgo qui a fait tout ce qu'il a pu faire, ou même à Lucien Kossou qui était un gros buteur, donc on le voit un peu plus souvent dans les livres de stade, dans les... Théo, il est un peu en retrait de tout ça, alors que c'était certainement le plus talentueux de tous, mais pas le plus marquant, je pense, et j'en suis même convaincu, en fait. C'est pour ça que je l'ai mis que 2 étoiles. Voilà. Je pense que Boris, c'est un peu pour les mêmes raisons. Ouais, c'est clairement pas le nom le plus connu. Je pense que beaucoup, puis c'est un nom bizarre en plus, Théo, je pense que les gens, ils imaginent plus des gamins avec des lunettes aujourd'hui que un grand joueur de... Ouais, je sais pas pourquoi ça fait penser... C'est un prénom de petit gamin à lunettes. Roux avec des bouclettes, non, non, un truc avec des taches de rousseur. C'est un gamin avec des lunettes, moi. Et du coup... et Arnold, hein, c'est ça, non? Ouais, par exemple. Donc oui, de toute façon, c'est aussi une génération, je pense, qui a pas, à part Hidalgo et Biancheri qui ont marqué le foot par ailleurs, qui a peut-être pas laissé énormément de forcément ressortir un ou deux noms, parce que c'était une génération assez homogène. Hein. Il y a, nous, maintenant qu'on s'est plongé dedans, il y a 5, 6, 7, peut-être même 8 ou 9 joueurs assez majeurs hein, sur ces 3-4 années-là qu'on pourrait citer. On en a déjà cité plein dans cette émission. Lui, il y a quand même un petit truc en plus. Voilà, c'est ce premier meneur de jeu qui est vraiment très constant dans toutes ces équipes-là, qui est vraiment derrière cette ligne d'attaque, qui est un joueur vraiment marquant par son style aussi, quoi. C'est comme ça que on peut retrouver sa trace aujourd'hui, mais
Je pense que c'est un nom qui parle malheureusement très peu aux gens aujourd'hui de cette époque-là, qui parle moins qu'un Hidalgo à Murkari, alors qu'eux-mêmes sont les premiers à admettre que c'est un joueur qui leur était quand même nettement supérieur dans le talent. En tout cas, pour inscrire un peu plus Théo dans la Legacy, je vous ai ressorti 2 petites citations de journalistes de l'époque. La première, du coup, c'est celle de Jacques Ferrand, qui avait écrit dans France Football en août 74, qui était en fait au moment du jubilé de Théo, je crois. À ce moment-là, il avait écrit: on n'a pas pu regarder jouer Théo sous le maillot de l'AS Monaco notamment, et ne pas aimer la fluidité quasi irréelle de sa technique et la façon qu'il avait d'être le patron sur un terrain sans avoir un geste à faire ni un mot à prononcer. Il était dans ses dribbles déliés, dans ses longues passes méticuleuses, comme dans ses tirs écrasants, l'aisance même et l'incarnation de son football ramené à son essence. C'est beau, c'est littéraire, voilà. C'était à l'image de Théo. Le foot a changé, mais le journalisme sportif aussi. C'est pas du Riolo, hein. Non. Et puis, dans cette tradition un peu des journalistes qui savent quand même un petit peu écrire, on a Vincent Duluc aussi, aujourd'hui, un des derniers Mohicans à ce niveau-là, mais qui avait été interviewé par le site officiel pour les 10 ans de la présidence de Rybolovlev en guise d'hommage, et qui racontait aussi un peu par rapport aux souvenirs qu'il avait. Il disait: je lisais dans Foot Magazine, But ou L'équipe, les grandes heures du Monaco de Lucien Leduc, Henri Biancheri, Michel Hidalgo et surtout Théo. La presse de l'époque l'aimait beaucoup et gardait presque une nostalgie de la période où il a joué. Je n'ai jamais vu personnellement, mais j'ai lu l'admiration que les journalistes avaient pour lui. Voilà, ça indique quand même qu'on avait affaire à un joueur qui visiblement faisait l'unanimité à l'époque, sauf du comité France. Voilà, on dérange. Il est décédé en 2006 et en fait, Absolument. du coup, je me demande, est-ce qu'il en reste encore des joueurs vivants de cette époque? Lucien Cossou, Cossou est toujours Hernandez, Georges Thomas, Georges Thomas, je ne sais pas s'il n'était pas décédé récemment. Casolari, je me demande aussi. Et s'il n'était pas président d'une fédération de je sais plus quoi là, c'est Forcario. de boxe. Forcario. Ah merde, ouais, alors c'est Forcario. Je crois que Casolari est décédé aussi il est décédé en 2012, Casolari. Ça fait un moment. Ouais, Arteleza aussi était décédé. Non, c'est vrai qu'effectivement, je crois que c'est normal, hein, en même temps. Il y a Lucien, ouais, non, c'est certain, mais il y a Lucien Cossou qui est encore vivant et qui a 85-86 ans aujourd'hui, et Pablo Hernandez. Qui vit à Nice actuellement. Donc, voilà. Le mur des légendes, du coup, vous le savez, il nous faut 3 votes sur 4 pour inscrire un joueur sur le mur. Et donc, grâce à nous, merci nous, Théo devient le 13e joueur à intégrer le mur des légendes de l'AS Monaco et de Radio Diagonale. Voilà, donc ouais, c'est vrai que ça faisait très très longtemps, puisque Kossou, qui était le dernier, c'était, on le rappelle, dans les joueurs de la saison 1. Voilà, un joueur qui n'ira pas dans le vestibule de Boris, on peut aussi le mentionner. Et donc c'est le 4e joueur de cette époque. Absolument. Pour l'instant, on a fait un 4... Ah non, on n'a pas mis Arteleza. On n'a pas mis Arteleza. Non, on n'a pas mis Arteleza. Le prochain rendez-vous, du coup, ce sera Marcel Dib. Donc là, on va faire un saut dans les années 80, début des années 90. Ce sera les années sombres. Les années... des années, non, pas tout à fait sombres. Enfin, mais sombres... Ouais, il y a des histoires, mais il y a aussi des bonnes choses quand même à ce moment-là. Ce sera l'occasion en tout cas d'en reparler lors d'une émission. Donc merci Boris et merci Rome de m'avoir accompagné. On aura peut-être un petit live Europa League pour le tirage au sort qui aura lieu ce vendredi. Et puis évidemment le débrief du match de Monaco Reims en espérant une victoire enfin après 2 matchs nuls. Merci messieurs, merci de m'avoir accompagné, merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain Mur des légendes. Allez, salut, ciao. Et bisous.